Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie. Question d'actu vous propose ce soir de revenir sur l'élection présidentielle russe et son impact sur l'avenir des relations entre ce pays et l'Occident. Alors, sans grande surprise, le président sortant, Vladimir Poutine, a été réélu pour un 4e mandat avec 76,6% des voix. Une victoire qui conforte l'homme fort du Kremlin dans ses choix stratégiques, notamment vis-à-vis de ses détracteurs. Alors, pour en parler, nous recevons ce soir M. Mazit Boukhalfa. Vous êtes journaliste, vous avez été chef du bureau APS à Moscou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. À vos côtés, Dr Mustafa Ben Abdelaziz, vous êtes politologue, spécialiste des questions d'économie politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Nazim. Également avec nous, docteur Abdelwahab Messibah, vous êtes maître assistant ou maître de conférence à l'Université d'Alger, département. Professeur Abdelwahab Messibah, donc vous êtes maître de conférence à l'Université d'Alger. Ce qu'on m'a écrit donc. Non, pardon, c'est parce que je suis dans le grade de professeur. J'ai dit professeur. Vous avez dit maître assistant. Ça fait rien. Donc, professeur Abdelwahab Messibah du département de langue russe de l'Université d'Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et à vos côtés, Monsieur Ramdan Hamlet, expert des questions militaires et stratégiques. Je rappelle, vous êtes ancien officier supérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors avant de commencer notre débat, je vous propose de suivre ce compte-rendu. Il est signé Youssef Dili et on revient juste après. Sans grande surprise, Vladimir Poutine a été largement réélu à la tête de la Russie pour la 4e fois, en totalisant 76,7% des voix. Les électeurs russes ont encore une fois fait confiance à Vladimir Poutine. Ce dernier incarne la renaissance de la Grande Russie qui a traversé une période de déchéance après la chute du mur de Berlin en 1989 et le démembrement de l'ex-URSS du temps de Boris Eltsine. Vladimir Poutine, ancien membre du KGB et chef des services secrets russes, deviendra président par intérim de la Fédération de Russie en 1999, avant de devenir président en titre en 2000. Tout au long de ses différents mandats, Vladimir Poutine travaillera pour réparer les dégâts occasionnés par l'effondrement du bloc de l'Est en 1989. En accédant au pouvoir en 1999, l'actuel président de Russie trouvera un pays au bord du précipice. Une économie en pleine récession dominée par une poignée d'oligarques, une armée en pleine décrépitude et une administration centrale démembrée. D'entrée, le nouveau homme fort du Kremlin déclenchera une guerre sans merci contre les oligarques qui ont construit de puissants lobbies à l'intérieur comme à l'extérieur de la Russie. Sur le plan économique, Vladimir Poutine bénéficiera d'une conjoncture pétrolière favorable qui lui a permis de redresser rapidement l'économie du pays. La Russie est le premier producteur de pétrole au monde devant l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas que le pétrole. La Russie est également le premier exportateur mondial de gaz naturel. Une part importante des approvisionnements en gaz naturel des pays de l'Europe de l'Ouest provient de Russie. Le redressement économique fournira à Vladimir Poutine les moyens financiers nécessaires pour moderniser l'ancienne armée rouge. Ce plan de redressement de l'armée finira par faire planer le risque d'une nouvelle course aux armements. La politique du président américain Donald Trump et l'intransigeance du président russe sur les conflits et les tensions en Ukraine et en Syrie feront conclure à un retour de la guerre froide entre les deux puissances militaires. Conscient des risques et des enjeux à venir et une fois élu pour un 4e mandat, Vladimir Poutine tente de rassurer en s'engageant à diminuer les dépenses militaires en 2018 et en 2019, tout en rassurant que cela n'aboutira pas à une baisse des capacités défensives de la Russie. Mais la victoire du président russe intervient en pleine tension avec les Occidentaux en raison du conflit syrien, de la crise ukrainienne et des accusations d'ingérence russe dans l'élection de Donald Trump. À ces tensions plus ou moins anciennes vient s'ajouter cette affaire de l'assassinat d'un espion russe au Royaume-Uni. Londres accuse ouvertement Moscou d'avoir commandité cet assassinat. Évidemment, les pays occidentaux, dont les États-Unis, se sont solidarisés avec le Royaume-Uni
Une solidarité qui fait pointer à l'horizon un nouveau boycott diplomatique de la Coupe du Monde organisée par la Russie cet été. Cet incident nous fait étrangement rappeler le boycott par les pays occidentaux des Jeux olympiques de 1980 de Moscou. Nous étions alors en pleine guerre froide. Alors, Amazit Boukhalfa, donc Vladimir Poutine réélu pour un nouveau mandat à la tête de la Russie, un résultat ou une réélection sans grande surprise, d'autant que le maître du Kremlin jouit d'une grande popularité dans son pays. Je crois que par-delà les commentaires que beaucoup d'Algériens ont suivis sur les chaînes étrangères, sur les chaînes européennes particulièrement, et par-delà tous les commentaires et toutes les anathèmes des spécialistes du 20h, je crois que, comme l'a dit votre sujet, il ne fallait pas s'attendre à autre chose que cela. Poutine, à son arrivée, a mis la Russie sur une voie différente de celle qui était appréciée, très appréciée même des Occidentaux. Et ils ont beaucoup apprécié M. Gorbatchev, qui a été un de ceux qui ont creusé le tombeau de l'URSS et du Parti communiste, de l'Union soviétique. Ils ont beaucoup apprécié M. Yeltsin, qui a été un président dont on se souvient des fous rires et de ce que faisait et comment il était montré par les chaînes de télévision et les médias d'une façon générale. Donc voilà quelqu'un qui arrive et qui change totalement de fusil d'épaule et qui change totalement de voie. Il essaye de remettre la Russie sur le sérieux, sur la voie du sérieux, du travail, et essayer de lui faire retrouver sa place dans le concert des nations, et la place qui était la sienne, qui lui revenait, du fait de son importance à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, et de l'importance de cette puissance qu'elle est demeurée, qu'elle est restée. Je crois que tout cela ne doit pas étonner, et ne nous étonne pas en tous les cas, parce que en face de M. Poutine, qu'y avait-il? Il n'y avait pas grand monde, c'est-à-dire à même de proposer quelque chose d'autre. Je me souviens d'un commentaire qui disait, au premier mandat de Poutine, on disait que Poutine n'est pas lui-même une proposition politique. Il n'est pas une proposition politique, c'est-à-dire qu'on avait minimisé l'importance qu'il allait prendre au sein de l'opinion russe elle-même. C'est-à-dire qu'il allait occuper une place très très importante. La Russie a été humiliée. La Russie a été mésestimée, sous-estimée dans les années, à la fin des années, dans la deuxième moitié des années 90 particulièrement, et jusqu'à l'arrivée de Poutine. Je crois qu'il fallait s'y attendre. Et je m'étonne qu'on dise oui, le quatrième mandat, etc. On ne parle pas ainsi de Mme Merkel. On ne parle pas du quatrième mandat de Mme Merkel. Et on parle du quatrième mandat. Et on parle même de tsar, de ceci et de cela. C'est-à-dire que les télévisions fabriquent des tsars, comme ils sont en train d'en fabriquer dans le monde occidental. On fabrique des rois, on fabrique des... Et pourquoi est-ce que ça tomberait spécialement sur la Russie? Sur la Russie. Donc, Monsieur Ben Abdelaziz, est-ce qu'on peut déduire que Poutine et la Russie, de manière générale, sont victimes d'une propagande occidentale? Je vais partir des études importantes de professeurs comme Michel Foucault, Noam Chomsky, Edouard Saïd. Et les conclusions générales de ces chercheurs, de ces enseignants, est que la production de la connaissance n'est pas neutre. L'Amérique produit et domine la connaissance. Mais elle produit et domine la connaissance pour dominer. C'est pour des objectifs d'hégémonie mondiale. Les Américains ne produisent pas de la connaissance pour la connaissance. Et nous sommes tellement soumis à la pression de cette production de connaissances que quelquefois, nous pensons connaître, mais nous ne connaissons que les idées des dominants. Et je pense que une des puissances de l'URSS,
un des facteurs de sa puissance, c'est qu'ils sont capables de produire une connaissance autre. Quand le monde occidental parle du consensus de Washington, eh bien les Russes vont dire, nous, on démondialise. Nous sommes pour la nation russe. Nous ne sommes pas pour un marché mondial. Les Russes, je pense, s'ils ne sont pas contre l'économie de marché, sont contre ce qu'on appelle aujourd'hui la société de marché. Et dans ce sens, je pense j'allais dire que réapparaît le génie de la Russie. La Russie est une grande civilisation. Et Poutine, je pense qu'il ne faut pas individualiser le pouvoir en Russie. La Russie, ce n'est pas Poutine. La Russie, c'est beaucoup plus que Poutine. Poutine s'appuie sur une Russie aux capacités intellectuelles. Mais justement, est-ce que la réélection de Poutine ou l'émergence de Poutine comme un homme fort sur l'échiquier mondial ne réhabilite pas l'idée ou le concept de l'État-nation qui a subi de fortes pressions justement après la globalisation? Oui, je suis entièrement d'accord avec cette idée d'État-nation. Poutine remet en ordre les Nations Unies, qui sont des nations. Les Nations Unies représentent les États-nations. Et on sait qu'aujourd'hui, l'Amérique considère les Nations Unies comme étant obsolètes. Poutine tient le langage inverse. Les relations internationales sont des relations entre les États-nations. Donc il réintègre le concept d'État-nation dans les relations internationales. Et ceci, à mon avis, fait mal à cette idée du processus de Washington, du consensus de Washington, pour lesquels les États-nations sont devenus obsolètes. Et tous les États-nations qui marchent contre le vent de cette mondialisation subissent tout ce qui est possible d'être subi, même s'il le faut avec la guerre. Et je pense que c'est dans ce contexte qu'il faut lire les interventions occidentales en Irak, au Yémen, en Syrie, parce que ce sont encore des pouvoirs qui tiennent à cette idée d'État-nation. Je pense que la force aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard si beaucoup de pays qu'on a appelés non alignés, pays du tiers-monde, se sont derrière cette idée de Poutine comme leader qui réévalue cette idée d'État-nation dans les relations internationales. Du moins assurer un contre-pouvoir. Mais pour rester un peu dans cette élection, juste pour essayer de comprendre, professeur Halim Messibah, si je ne me trompe pas, encore une fois, donc autour de cette élection, je disais, alors vous connaissez la Russie de l'intérieur, vous avez été donc pendant plusieurs années en Russie. Alors, comment les Russes voient Poutine, du moins la majorité? Enfin, si vous voulez, dans la personne de Poutine, on voit en quelque sorte l'espoir de la nation russe, une occasion pour reprendre sa place dans le monde actuel. Parce que c'est, si vous voulez, un parallèle entre l'époque de Yeltsin et celle que j'ai vécue personnellement en Russie, à Moscou, à l'époque de Poutine. Il y a vraiment un très grand changement qui a été fait par Vladimir Poutine. L'époque, si vous voulez, à titre d'exemple, je cite juste un petit détail, si vous voulez, sur le plan sécuritaire, qui était à Moscou dans l'ordre. C'est quelqu'un ouvre par exemple un petit business dans les rues de Moscou ou dans n'importe quelle ville russe. Le jour même, il y a la mafia qui vient et lui envoie leur émissaire, on lui fixe la taxe à payer. Et s'il refuse, vous savez très bien, il peut s'estimer heureux s'il n'est pas tué le jour même, parce que son business
Son business va être détruit, bien sûr. Ça, c'était à l'époque de Yeltsin, oui, jusqu'en 99, jusqu'à l'arrivée de Poutine. Puis, enfin, d'après un certain rapport de la CIA de l'époque, il y avait plus de 5000 organisations criminelles qui opéraient sur le sol russe, et la tentative de leur anéantissement pourrait mener, d'après le même rapport, la Russie, pour plonger la Russie dans une guerre civile. À l'arrivée de Poutine, parce que lui-même, bien sûr, il est du domaine, c'est un ex-colonel du KGB, c'est la vieille forge, il est bien formé, il est très expérimenté. Il a pu, si vous voulez, les anéantir. C'est des groupes criminels, sans bien dommage armés, collatéral. sans pratiquement, si vous voulez, sans tirer un coup de feu. Enfin, bien sûr. Non, on ne le savait pas, mais il y avait bien sûr des pots cassés, il y avait des victimes et des... Enfin, pas des victimes, il y avait des dégâts. Mais il a, quand même, il a instauré l'ordre en Russie. Il a amélioré le niveau de vie des Russes. À l'époque, je me souviens, en 1999, nos enseignants, un enseignant à l'université, il recevait l'équivalent de $20. C'était misérable, ça ne suffisait à rien pratiquement. À l'arrivée de Poutine, les salaires sont pratiquement actuellement bons. Ils pouvaient se permettre, surtout avant cette crise avec l'Occident, les Russes sont devenus un peuple qui vit bien en quelque sorte. Ils faisaient du tourisme, il y avait beaucoup de touristes russes à l'étranger. Il y a une classe moyenne. Pardon ? Il y a une classe moyenne. Oui, il y a eu une classe moyenne. Il y avait quand même... ça s'est amélioré de façon considérable. C'est pour ça, bien sûr, enfin, il n'est pas étonnant que Vladimir Poutine soit réélu pour, j'ose dire, pour un deuxième mandat de son deuxième... mandat, parce que, de son deuxième mandat, le deuxième mandat. Parce que dans la législation russe, vous savez que pas plus de 2 mandats successifs. Mais on précise bien, successifs. Parce qu'il y a eu une interruption. Il a fait 2 mandats, puis il s'est retiré, il n'a pas voulu changer, il n'a pas voulu réformer la Constitution, la changer. Il a accepté que quelqu'un d'autre soit président, puis il est revenu encore une fois, il s'est proposé candidat, il a eu les élections et maintenant le taux qu'il a eu, 76%, c'est quelque chose de normal, de très attendu. Premièrement parce que c'est une figure charismatique, compétente. Il a pratiquement tous les atouts qui lui permettent d'être président de la Russie. En plus de ça, ses concurrents ne sont pas, à mon sens, à l'exception de Grudinin qui est du Parti communiste, parce que vous savez, l'ancienne génération, quand même, ils ont tendance, ils ont de la nostalgie au communisme et ils votent toujours, ils sont fidèles à leur parti. À l'exception de Grudinin, il n'y a personne qui aurait pu rivaliser avec la machine Poutine. Ouais. Alors, Monsieur Hamlet, donc, pour résumer, Vladimir Poutine, victime de sa volonté de puissance. Victime de sa volonté de puissance. Vladimir Poutine, pour moi, c'est un homme un peu spécial. Malgré que ses prédécesseurs de l'époque soviétique, et je reviens à la puissance ensuite, ont marqué leur passage à la tête de l'Union soviétique, tels que Staline et les autres. Mais je pense que Poutine, il a fait beaucoup mieux que les chefs ou bien les présidents de l'époque de l'Union soviétique. En un laps de temps très court, il a réussi à gagner beaucoup de paris, il a réussi à récupérer sa place, malgré que les Américains étaient très très avancés par rapport à la Russie des années 90. Il y avait la dissolution de l'Union soviétique, donc la Russie est sortie faible, trop faible sur tous les plans, sur le plan économique, politique, sur le plan relations internationales, sur le plan militaire. Donc Poutine, je me souviens en 2002, lors d'un discours, il a promis aux Russes de construire un État fort et de construire une puissance militaire unique au monde en 2020. Et là, je pense qu'il est au rendez-vous. On est en 2018. Le dernier discours qu'il a prononcé devant les parlementaires des 2 chambres,
il a même, je dirais, menacé l'Occident. Et il a lancé une phrase très très importante qui est pleine de sens. Il dit « Personne ne voulait nous parler, personne ne voulait nous écouter, écoutez-nous maintenant ». Donc cela veut dire que Poutine et sa Russie deviennent très très forts en construisant une puissance militaire, je dirais, exceptionnelle. Depuis 2010 à ce jour, pas mal de systèmes d'armes très sophistiqués ont été mis en service dans les différentes armées de la Russie, que ce soit la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, et ainsi de suite. Donc actuellement, il a les meilleurs avions qui puissent exister au monde, et c'est pas moi qui dis ça, c'est des experts occidentaux qui classent le MiG-39 comme étant plus fort que le F-35 et le F-22. Ils disent aussi que le Tu-57 ou le T-50, c'est un avion de 5e génération qui a été mis en service depuis une dizaine, une quinzaine de jours, et il a fait une petite visite en Russie pour des expériences de combat réel. Donc on ne sait pas, et même l'Occident ne sait pas s'il a participé à des bombardements à Ghouta ou ailleurs, puisque c'est un avion de très haute technologie, il est furtif, il dépasse de loin la technologie américaine dans le domaine de l'aviation. Donc je pense que plutôt cette puissance militaire qui a été mise en place par Poutine, qui a donné cette puissance diplomatique, cette puissance politique à l'échelle internationale. Et c'est grâce à cette puissance militaire que, depuis 2011, que la Russie retrouve sa place sur la scène internationale. Et donc, moi, à mon sens, Poutine, il a bien fait de prendre la voie d'abord de construire une puissance militaire très forte pour assurer ses intérêts vitaux là où ils sont, que ce soit en Afrique, en Asie ou à travers le monde. Et la preuve, d'ailleurs, quand il a terminé à construire une puissance énorme, il intervient massivement en Syrie. Et cette intervention lui a fait gagner beaucoup de galons. Et grâce à cette intervention, que quelques pays arabo-musulmans prenaient Moscou comme un lieu de pèlerinage. Ils rendaient des visites officielles. L'Arabie saoudite qui veut acheter des Kalachnikov, ça fait bizarre quand même qu'un soldat saoudien entre ses mains une Kalachnikov. C'est vrai, ça fait bizarre parce que on a l'habitude sans parler du système de défense S-400 qui a été officiellement demandé par l'Arabie saoudite. S'il te plaît. Sans parler du système de défense S-400 qui a été, je crois, officiellement demandé par l'Arabie saoudite. Oui, ils ont discuté pas mal de contrats lors de la dernière visite du roi de l'Arabie saoudite, c'était je pense en octobre dernier, 2017. Ils ont discuté pas mal de contrats militaires, les S-400, des missiles anti-chars, et j'en passe. Même la Kalachnikov était discutée comme étant un fusil mitrailleuse la plus répandue au monde. Donc on la trouve partout dans le monde. Et moi, sincèrement, ça fait rire, mais c'est vrai, un militaire saoudien avec une Kalachnikov, ça fait bizarre. Eux qui étaient tout le temps américains, ils changent de direction. C'est très important quand même sur le plan géopolitique, non? Alors, justement sur le plan géopolitique, à quoi doit-on s'attendre dans un proche avenir, Je crois que dans ce rapport de force entre la Russie et l'Occident? L'élection terminée, les objectifs du président Poutine atteints, c'est-à-dire non seulement réélu à 76,6%, un taux de participation important, c'est-à-dire que c'est proche d'un plébiscite, c'est ce qu'il recherchait. C'est-à-dire que à partir de là, il va se tourner maintenant. Bien entendu, je pense que les premières questions auxquelles il répondra, ce sont des questions d'ordre intérieur. Essayer de réunir le maximum de forces derrière lui, et il pourra se tourner vers les questions les plus importantes, particulièrement au Proche-Orient. La méthode Poutine a réussi en Syrie.
la méthode Poutine est envisagée, c'est-à-dire que on sait que des voisins libyens pensent justement à faire appel à cette disons, ce magicien, avec des louches de guillemets bien sûr, qui est devenu Poutine. L'Amérique, empêtrée dans tous les problèmes qui se posent au président Trump et qu'il pose lui-même, les menaces tous azimuts, devant la froideur de Poutine et de ses méthodes, semble gêner aux entournures. Donc je pense qu'il va proposer des choses intéressantes, je pense qu'ils seront intéressantes et qui seront écoutées, comme disait mon ami, qui seront écoutées par les Occidentaux, des propositions concrètes qui vont être faites. Je pense que le dossier syrien va évoluer assez rapidement maintenant. Est-ce que justement ces grandes puissances et à leur tête les États-Unis vont accepter, si on peut appeler ça, ce partage de pouvoir ou cette bipolarité? Ils ne le feront pas de gaieté de cœur, bien entendu. Ils ne le feront pas de gaieté de cœur. Mais qu'est-ce qu'ils ont à proposer de concret? Qu'est-ce qui a été proposé dans la sphère, dans tout le Moyen-Orient, pour régler, parce qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient est un problème global. Disons, de l'Afghanistan jusqu'à... On a fait oublier, bien sûr, le problème essentiel, le problème essentiel, qui est le problème palestinien. On a essayé de faire oublier ça par une multitude, par une dépolarisation de la question palestinienne. On l'a répartie un petit peu partout. On a déstabilisé totalement, toute cette région a été déstabilisée. On essaie de retracer, de retracer des nouvelles frontières en fonction des ethnies et des religions, et non pas en fonction d'États et d'intérêts régionaux et des États tels qu'ils ont été, tels qu'ils sont nés après la Première Guerre mondiale ou, pour certains, après la Seconde. Donc, je crois qu'ils n'ont rien à proposer de concret. Et Poutine propose quelque chose de concret. Il est une force de proposition dans la région. Aujourd'hui, bien entendu, tout va se négocier. Bien entendu, ils ne vont pas laisser Poutine faire ce qu'il veut. Ils vont utiliser tous les moyens nécessaires. En leur possession, tous leurs alliés vont fonctionner. Les alliés dans la région vont fonctionner en fonction de leurs intérêts, en fonction de ce qu'ils vont proposer eux-mêmes. Et je ne vois pas comment ils vont le faire. Je vais poser ma question un peu plus directement, j'allais dire. Alors, l'Occident a rassemblé, comme vient de le dire M. Mazit Boukhalifa, toutes ses forces, par le passé je parle, pour faire plier l'URSS. Est-ce que la tâche sera, disons, facile cette fois pour les États-Unis, donc, et faire plier Vladimir Poutine? Deux points importants, Nazim. Tout d'abord, il est admis aujourd'hui que l'hégémonie américaine est en déclin. Ça, c'est admis. La seconde question, le second point, c'est qu'aujourd'hui, raisonner en termes de géopolitique ne suffit plus. Il faut raisonner aussi en termes de géoéconomie. Il faut accompagner la géopolitique de la géoéconomie. Il apparaît de plus en plus, et ceci, le comportement du président Trump le fait renaître. Il apparaît de plus en plus que le terme Occident, à mon avis, n'a plus de sens. Les intérêts à l'intérieur du camp occidental sont de plus en plus conflictuels. Un autre point important, c'est qu'en raisonnant en termes géoéconomiques, la puissance économique aujourd'hui, la domination économique aujourd'hui, va de plus en plus vers l'Est, vers l'Asie. Ça, c'est un point important. Vous allez me dire que doivent faire les États-Unis si cette puissance économique penche de plus en plus vers l'Est? Bien sûr, ils vont essayer à tout prix ce qu'ils appellent le containment,
Et ça revient en force aujourd'hui, le containment. Du temps de Kissinger. Oui, et ça revient en force. Que font aujourd'hui, par exemple, les États-Unis avec l'Inde? Ils essayent de contenir les voies maritimes où passe l'essentiel du commerce de la Chine. Que fait la Chine? Elle développe des relations avec le Pakistan pour pouvoir accéder à la mer, sans passer par le détroit de Malacca. Quel est le feedback de la réaction de containment des États-Unis? C'est que le risque serait de faire pencher la Russie vers l'Est. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un proche futur, une relation poussée, économiquement et politiquement, entre la Chine et la Russie? Entre la Chine et la Russie. Est-ce qu'on peut imaginer ce scénario? Mais est-ce qu'il est réalisable? Quand on pense ce qui a été fait du temps de Nixon par les conseils de Kissinger. Tout dépend, à mon avis, de l'attitude européenne. N'oublions jamais ce que disait De Gaulle, que l'Europe ne peut se faire sans la Russie, ou sans l'URSS de l'époque. Si le comportement européen est de plus en plus un comportement belliqueux vis-à-vis de la Russie, eh bien, le risque serait que la Russie se tourne vers l'Est. Et là, il y a un nouveau paramètre, c'est que ce comportement belliqueux dont vous parlez provient, M. Hamlet, des Britanniques avec la dernière escalade contre Poutine et la Russie de manière générale, mais il se trouve que l'Angleterre n'est plus membre de l'Union européenne. Vous voulez parler du dernier attentat commis sur le sol britannique par... bon, c'est les Russes qui sont accusés. Qu'on a accusés, oui. Ouais. Mais toujours dans le rapport de force, l'avenir de le rapport de force entre la Russie et l'Occident. Écoutez, concernant ce problème, d'ailleurs même Poutine, il a remercié hier les Britanniques pour avoir aidé Poutine à réaliser un résultat, pour arriver à la présidence de la Russie. Parce que je pense que les Britanniques et derrière eux les Américains, ils voulaient perturber les élections présidentielles à Moscou. Ils ont un objectif certainement qui est d'ordre politique, hein, pour influencer sur les élections en Russie. Et certainement, c'est les Américains qui sont derrière ce coup. Et certainement, c'est les Américains qui ont poussé les Anglais à réagir de telle sorte. Ils voulaient rendre la monnaie aux Russes, qui se sont ingérés indirectement sur le résultat, ou sur... ils ont influencé les résultats des dernières élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Ils menacent de boycotter même la Coupe du Monde qui arrive en toute vitesse, et en 2-3 mois. Mais tellement, moi personnellement, je considère Poutine comme étant un phénomène sur le plan politique et même géostratégique, géopolitique. Il est phénoménal. Il a réussi à gagner à tous les coups. À chaque fois qu'il est accusé par un État occidental, à la fin c'est Poutine qui sort gagnant dans toutes les affaires où il a été impliqué, où la Russie impliquée directement dans certaines affaires, je dirais, un petit peu louches à travers le monde. Et d'ailleurs, même cette fois-ci, il est sorti gagnant de cette scène qui a été montée en toutes pièces par les Occidentaux afin de perturber Poutine, afin de perturber les Russes. Et
même sur le plan international, pas uniquement influer sur l'opinion nationale, sur l'opinion russe, mais pour influer aussi l'opinion internationale. Mais ne pensez-vous pas que dans ce rapport de force, on assiste aujourd'hui à la naissance d'une nouvelle course à l'armement entre la Russie et l'Occident? Oui, c'est une nouvelle guerre froide qui se déclenche, c'est vrai, parce que là, si réellement, lors de son discours, avec vidéo à l'appui, il a fait une démonstration de force terrible. Si réellement la Russie a construit des missiles furtifs, des missiles qui peuvent échapper à n'importe quel bouclier antimissile, si réellement la Russie a fabriqué des drones sous-marins qui peuvent atteindre n'importe quel objectif, que ce soit marin ou terrestre, c'est vraiment quelque chose qui va pousser les Occidentaux, surtout les Américains, à accélérer la machine industrielle militaire afin de récupérer ce petit retard qui accuse par rapport aux Russes. Parce que là, toutes les nouvelles armes, que ce soit aviation, missiles antiaériens, missiles intercontinentaux, stratégiques ou à moyen portée, l'efficacité, la puissance de destruction. On parle de ce Satan II qui peut détruire un pays à la taille de la France en quelques secondes. C'est énorme quand même. C'est un hypersonique. Et il peut atteindre n'importe quel objectif aux États-Unis d'Amérique, lancé d'une plateforme de lancement de missiles en 12 minutes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les Américains n'ont pas ce niveau, n'ont pas l'équivalent de ce missile. Et encore, ils disent que c'est un missile qui ne pourra jamais être atteint par un missile antimissile. Donc, pour moi, Poutine a réussi à devancer les Américains, surtout dans le domaine de l'armement. Donc, il y a une guerre froide, une deuxième guerre froide qui s'installe. Plutôt une troisième qui est déclenchée. Et ça va pas se terminer. Ça va pas se terminer à ce stade. On va assister ou on va voir des systèmes d'armes qui vont être construits prochainement, qui rentrent dans qu'on ne peut pas imaginer. Donc, on n'arrive pas à concevoir avec les données que nous avons aujourd'hui. Justement, alors je me tourne vers vous, Dr Halim Missibah, vous qui connaissez un peu de l'intérieur l'esprit russe, jusqu'où ira Poutine? Jusqu'où ira Poutine, c'est une question vraiment... Ça aurait pu être le titre de notre débat ce soir. Poutine, d'après ce qu'elle a déjà démontré, il peut aller jusqu'au bout, jusqu'à même ce que vient de dire M. Hamlet, il a même, si vous voulez, démontré la puissance militaire et démontré sa prédisposition à l'utiliser. Il peut arriver même jusqu'au-là pour défendre, si vous voulez, parce que ça, j'exagère peut-être un petit peu, mais dans le cas où, d'après la doctrine actuelle militaire russe, dans le cas où la sécurité de Russie est menacée, on peut faire recours aux armements stratégiques. C'est pour ça il y a cette course vers l'armement qui a été provoquée par les Américains, d'abord en revenant à celui qui l'a provoqué, c'est l'installation de ce qu'on appelle les boucliers antimissiles en Europe de l'Est, dans les pays de l'ex-Union de ça, c'est surtout, ça, c'est en quelque sorte, ça a été initié par le président George Bush, mais à mon sens, si on revient par exemple un petit peu dans l'histoire moderne des relations entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, peut-être vous vous souvenez du célèbre discours de Ronald Reagan, prononcé, si je ne me trompe pas, au mois de mars 1983, dans lequel il déclarait la militarisation de l'espace. Parce que Reagan lui-même, il était un acteur, il savait exploiter ses dents d'acteur. Ouais. Et là, c'est juste pour provoquer l'Union soviétique et le lancer dans une course vers l'armement qui a fini par l'épuisement total de l'économie soviétique. Et ça a servi de cause principale de la chute de l'Union soviétique. Est-ce que justement cette course à l'armement ne sera pas encore une fois un problème
problème pour la Russie. Je ne pense pas parce que les Russes, cette fois-ci, la dernière fois, ils en ont tiré, c'est-à-dire ils ont tiré le sang de leur échec précédent. Disons un chat échaudé craint l'eau froide. Oui, exactement. Parce que Poutine, au lieu de se lancer dans par exemple, la fabrication d'installations militaires coûteuses, ils sont basés sur des armes bien précises, le développement des missiles balistiques. Alors, il y a déjà longtemps qu'ils dépassaient les Américains de très loin dans le domaine de plus d'une vingtaine d'années, dans le domaine des missiles balistiques. Ils sont, si vous voulez, concentrés sur cette arme stratégique qui n'est pas très coûteuse par rapport, par exemple, à l'installation de la station Mir qui a coûté des centaines de milliards de dollars pour l'Union soviétique. Et c'est juste ça, je me souviens même du discours de Poutine en 2004 lors du lancement du missile Topol-M. C'est un missile qui est pour porter des têtes nucléaires et d'après ce qu'a dit Poutine à l'époque, aucune arme sur Terre, aucune personne, aucune puissance ne peut ni l'intercepter ni l'arrêter. Et actuellement, je reviens à ce que juste rajouter ce que vient de dire M. Hamlet, les missiles actuels tels que Sarmat qui est appelé dans la terminologie de l'OTAN Satan 2, c'est S-28 Satan. Satan 2. RS, c'était peut-être l'appellation technique russe, mais dans la terminologie de l'OTAN, ils utilisaient autre chose, parce que le Satan 1, dans la terminologie russe, il s'appelait RS-36M, si je ne me trompe pas, et l'autre, dans la terminologie de l'OTAN... L'actuel, c'est RS-28. Dans la terminologie de l'OTAN, le Satan 1, c'était SS-28. SS-28 Satan, il s'appelait ainsi. C'est-à-dire ce sont des codes que l'OTAN préfère attribuer aux armes russes. C'est un missile hypersonique d'une puissance de nuisibilité extraordinaire, inimaginable même. Il peut atteindre, si je ne me trompe pas, si les données publiées sont justes, 20 fois la vitesse du son. Aucun, à 11 000 km/h. Ouais. Aucun système de défense anti-avion, anti-missile ne peut même pas le détecter. Parce qu'il échappe pratiquement. Et Poutine, dans la doctrine militaire russe qui a été élaborée ces dernières années, consiste à utiliser dans le cas de nécessité, de besoin, la force militaire. Et ce qu'on voit actuellement en Syrie, c'est une démonstration de cette doctrine. C'est l'intervention militaire directe et à la fois, on ne parle pas de ce que disent les masses médias généralement ne parlent que de l'aviation russe qui est en train de bombarder les positions des terroristes. Mais il y a aussi les forces spéciales russes qui sont sur le terrain. Il y a des morts pratiquement quotidiennement. Il y a beaucoup de soldats russes qui tombent pratiquement chaque jour. Alors, je veux juste préciser rapidement pour revenir. La technologie des missiles intercontinentaux. Les Russes n'étaient pas à l'avance par rapport aux Américains, mais ils avaient tout le temps l'équivalence. Les Russes avaient le nombre de têtes nucléaires qui dépassait le nombre des Américains. Donc les Russes avaient quelque chose comme 8000 têtes nucléaires, 2200 sont opérationnelles, les Américains avec 7200 et 1900 têtes opérationnelles. Sinon, la technologie était équivalente, c'est-à-dire les Russes avaient les mêmes missiles que les Américains. Mais là, avec cette nouvelle technologie, c'est vrai, les Russes, ils sont plus forts, ils sont à l'avance par rapport aux Américains. Peut-être moi peut-être je me mets un petit peu du côté des Russes parce que je parle de ce que disent les Russes, parce que je parle en me référant à leurs données. Je me tourne vers vous, M. Moustapha Ben Abdelaziz, donc, pour parler un peu de du côté économique. Alors, je viens de poser la question à M. Halim Missibah, Abdouhab Missibah plutôt. Et c'est autour du coût de cette course à l'armement. Est-ce que cela ne pourrait pas être fatal pour la Russie, comme ce fut le cas pour l'URSS?
Oui, c'est un peu la théorie de Kissinger. Entraîner une puissance militaire à s'armer, à oublier le front intérieur. Ce que je voulais d'ailleurs dire, et je n'ai pas pu le dire tout à l'heure, c'est que la force d'une nation n'est pas sa politique étrangère. La force d'une nation, Nazim, c'est son front intérieur. Et je pense que là aussi, Poutine est conscient du front intérieur. Il sait que les inégalités croissent. Les inégalités sont terribles en URSS. J'ai un chiffre du New York Times où on nous dit que 100 personnes en Russie possèdent presque l'équivalent de 30% du produit brut. Ça rejoint les économies de l'OCDE aujourd'hui, où le problème fondamental reste les inégalités. Ça veut dire qu'il y a une oligarchie. Oui, on parle d'oligarque. Je n'ai pas voulu utiliser le terme, j'aime pas beaucoup le terme, mais enfin, je parle de la distribution de la richesse dans la nation de Poutine. Elle est inégale, trop inégale, et je pense que Poutine est conscient de cet enjeu. Et peut-être, c'est ce qu'il va adresser avec ce dernier mandat. La deuxième question, c'est la pauvreté en Russie. Il faut faire face à ces questions sociales fondamentales. Si on regarde la chaîne RT, Russia Today, oui. Souvent ils nous exposent les problèmes sociaux aux États-Unis, pauvreté, l'emprisonnement des pauvres noirs et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier que ces pauvres ne sont pas aussi loin qu'ils le pensent, ils sont à côté. Donc voilà, il n'y a pas de doute que le budget américain de la défense est énorme. Il n'y a aucune comparaison entre le budget de l'Amérique de la défense. Il est l'équivalent peut-être du budget de la Russie, de la Chine, Chomsky disait même que c'est le budget du reste du monde. Et il augmente 10% chaque année. Oui, c'est... Que les Russes fassent attention à la modernité de l'équipement militaire russe, c'est important, il n'y a pas de doute, puisque la Russie aussi raisonne en termes de superpuissance. Il ne raisonne pas juste en termes de défense. De nation. Oui, en termes de défense, on peut la considérer comme superpuissance, dans le sens où elle peut se projeter sur n'importe quel point du globe à n'importe quel moment. C'est dans ce sens qu'elle est. Donc si elle doit se donner les moyens de cette politique. Mais je veux dire que sur le front intérieur, il y a beaucoup de choses à la restructuration de l'agriculture russe. L'agriculture russe est une agriculture qui peut nourrir peut-être la planète, mais il faut restructurer toute cette économie, non seulement l'agriculture, mais aussi son industrie. Il y a énormément de travail, à mon avis, à faire à l'intérieur de la Russie pour ce mandat. Et je pense que si Poutine finirait ce mandat en faisant beaucoup attention au front intérieur, je pense que là, il gagnerait réellement une dimension. Quelque chose d'exceptionnel. Il a parlé de ça, le dernier discours de Thiero, il a parlé de la société russe, de combattre la pauvreté. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur le front intérieur. Il y a une chose, c'est-à-dire que nous avons tendance, et c'est tout à fait normal, lorsqu'on parle de ce retour de la Russie sur la scène mondiale, avec cette puissance, cette force, on a tendance aussi à invoquer les fantômes des années de guerre froide, c'est-à-dire... mais je pense qu'il faut tenir compte d'une chose. La situation en 2018 n'est pas celle de 1956 ou de 1960 ou l'affaire des fusées, etc. Aujourd'hui, des forces
ont émergé, des forces économiques, des puissances économiques, je pense à la Chine, l'Inde. Justement, la relation de la Russie avec les pays hébraïques. Bien sûr, tout cela. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la bipolarisation qui prédominait dans les années 50 et dans les années 60, malgré les années, enfin ce qu'on avait appelé la détente à l'époque, elle n'aura plus cours, c'est fini. Aujourd'hui, les pays sont totalement différents. L'Afrique n'est plus l'Afrique d'avant. L'Afrique aujourd'hui est un partenaire pour tous ces pays. Et justement, vous avez parlé de l'Afrique. Oui. Mezid Bouraf, je vous laisse terminer vos propos et je vous poserai la question après. Donc, tous ces pays qui ont émergé et qui tiennent à participer aussi à la vie de cette planète, qui tiennent à apporter aussi leur contribution et apporter leur avis et ne plus se laisser faire, ne plus créer des situations de dominés, c'est-à-dire où nous étions les spectateurs. Le mouvement des non-alignés, c'est vrai qu'il n'existe plus, parce qu'on disait qu'il n'avait plus de raison d'être. Je crois qu'aujourd'hui, le mouvement des non-alignés peut intervenir justement dans ce retour à ceux qui parlent très fort. Et les sans-voix n'existent plus. C'est fini. Un retour ça. à un panafricanisme. Je crois qu'il y a un retour, c'est-à-dire non, il y a un retour, c'est-à-dire ce mouvement, ce vaste mouvement qui est en train d'agiter le monde. Je crois que les pays dits petits, les pays dits qui sont sans force, qui sont en train de se proposer, c'est-à-dire pour rentrer dans le marché, pour rentrer dans le concert des nations, ne vont pas se laisser faire aussi facilement. On sait une chose, multipolarité. Ils sont obligés. C'est-à-dire que, parce que j'ai l'impression parfois que entendre cette réélection, faut-il avoir peur de Poutine ? Poutine ne vient pas pour proposer. C'est vrai que tout ce qu'ont dit mes amis, les pays occidentaux étaient tout à fait vrai, quand même assez agressifs. Ils ont été agressifs, mais je crois que, mais écoute, c'est comme ça que se passent les trucs. C'est-à-dire, on se souvient du coup de poker de Khrouchtchev pour l'affaire des fusées. On se souvient du coup de poker de Osmo dans l'affaire de Reagan, dans l'affaire la guerre des étoiles, etc. C'est-à-dire qu'on lance quelque chose et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose parce que les médias ne sont plus les mêmes, parce que l'écho des propos de ces puissances est beaucoup plus important. Et puis, il y a en retour, il y a des gens qui demandent qu'il y a un mouvement pacifiste mondial, il y a un mouvement pacifiste européen. Ça sera ma dernière question, on va faire un tour de table peut-être assez rapidement, c'est le rapport de la Russie avec le continent africain, ça nous intéresse particulièrement. L'Afrique avait certains pays africains. Certains pays africains, l'URSS avait des relations privilégiées avec certains pays africains, qu'elle considérait pour certains, comme l'Éthiopie particulièrement, ou comme les pays, le Mozambique, l'Angola, etc., considérés comme des pays satellites. Même titre que certains pays de l'Europe. Aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un champ de bataille, c'est un véritable champ de bataille, où les Chinois, les Américains, les Russes, les Français, c'est-à-dire toutes ces puissances sont en train d'essayer chacun d'avoir sa place et son influence. Bien entendu, il y a les systèmes, c'est-à-dire ceux qui étaient les anciennes colonies, ce qu'on appelle les anciennes colonies. Bien sûr, l'ancien colonisateur essaye de revenir et de s'installer comme si c'était une chasse gardée, comme si c'était en terrain conquis. Mais c'est fini, ça, je pense aussi. Tout cela est fini. Je pense que la Russie a beaucoup de retard en Afrique. Voilà. En dehors de relations bilatérales qu'elle a avec certains pays africains, des pays importants d'Afrique, bien entendu, je crois qu'il y a un retard considérable à rattraper sur ce continent. Alors, malheureusement, maintenant que le temps qui nous est imparti, c'est terminé. Monsieur Hamlet, je sais que vous voulez peut-être placer un mot autour de cette relation entre la Russie et l'Afrique. Rapidement. Pardon ? Si vous voulez dire quelque chose rapidement. Concernant l'Afrique, d'ailleurs, la visite de Medvedev au pays du Maghreb,
elle rentre dans cette optique. D'ailleurs, on sent qu'il y a une stratégie actuellement tracée par la Russie et qui se dirige vers l'Afrique. Donc il essaie de renforcer l'axe Moscou-Alger pour avoir accès au marché africain. Quand bien même les Russes sont en retard par rapport même aux Chinois. Oui. Les Russes sont absents en Afrique. C'est vrai, dans le temps, c'est vrai, l'Union soviétique avait quelques relations privilégiées, l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Congo-Brazza et quelques autres pays africains. Mais il menait une politique qui n'était pas vraiment gagnante en Afrique. Dans le cadre de la politique Druzhba et tout ça, ils donnaient, mais ils ne recevaient rien du tout. Mais là, ils viennent pour essayer d'établir une coopération dans les différents domaines avec les pays africains pour que les Russes soient gagnants c'est-à-dire à travers cette coopération, il faut qu'ils soient gagnants. Il ne faut pas qu'ils soient perdants tout le temps comme il l'était à l'époque de l'Union soviétique. Ils donnaient beaucoup, ils ne recevaient rien du tout. Merci Monsieur Hamlet. Je rappelle, vous êtes expert des questions militaires et stratégiques. Merci à vous également, docteur Abdelouaheb Messibah, de l'Université d'Alger, plus exactement du département de langue russe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, docteur Moussafa Ben Abdelaziz, politologue à l'Université d'Alger. Et merci à vous également, monsieur Amazit Boukhalfa, journaliste et ancien chef du bureau APS à Moscou. Merci à vous, madame. On peut embrasser les gens qui nous regardent. Vous pouvez le faire. Hein. Voilà. Les gens du village d'Aymen recommandent de leur dire bonjour quand je passe à là. Et à mes beaux-parents et mes parents en France. Merci. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je rappelle, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook qui s'affiche au bas de votre écran. Je vous dis au revoir et bonsoir.